Donc les technologies prioritaires en mécanique, c'est le sigle que vous avez à l'écran, donc les TPM, hein, c'est comme ça qu'on les appelle, et on a construit un petit logo que vous avez à l'écran qui est un peu notre marque de fabrique sur cette réflexion prospective, qui n'est pas nouvelle, hein, puisque ça fait plus de 20 ans, depuis le milieu des années 90, que régulièrement le CETIM, avec tout un tas de partenaires, réfléchit aux technologies qui sont importantes pour l'industrie mécanique à moyen terme. Alors l'objectif de ces technologies prioritaires, c'est d'éclairer avant tout les entreprises de la mécanique française, évidemment, sur des technologies qui nous semblent importantes à moyen terme, sur en général une cinquantaine de technologies importantes. Et par ricochet, cet exercice de prospective peut aussi éclairer l'écosystème, c'est-à-dire tous les acteurs que ces entreprises de mécanique ont autour d'elles, que ce soit vos clients, que ce soit le monde académique, la recherche, l'enseignement, les institutionnels, etc. Qu'est-ce qu'on entend par technologie prioritaire, hein, ou technologie clé, on pourrait les appeler aussi comme ça. C'est des technologies qui vont avoir un impact important évidemment sur les entreprises de mécanique. C'est des technologies qui doivent être transversales à la mécanique, c'est-à-dire intéresser un grand nombre de métiers différents dans l'industrie mécanique. Ce sont des technologies qui ne sont pas forcément très très nouvelles, ne sont pas forcément hyper émergentes. Elles sont plutôt relativement matures, mais leur caractéristique, c'est qu'elles ne sont pas encore largement diffusées au sein des PME, notamment de la mécanique. Donc voilà un petit peu le volet historique. Donc à quoi ça sert ces exercices de technologie prioritaire? Pour les entreprises de mécanique, ça vous permet de gagner du temps parce que vous pouvez vous baser sur une liste d'une cinquantaine de technos. On verra, il y en a 51 dans l'exercice actuel, qui ont été judicieusement sélectionnés par le groupe de travail que je vous présenterai tout à l'heure, et qui vous permettent donc de réfléchir sur une liste restreinte de sujets technologiques importants. Ça vous permet aussi de vous ouvrir à des technologies que vous n'avez pas forcément aujourd'hui dans votre cœur de métier, dans votre cœur de réflexion, et qui pourraient être importantes et qui pourraient en tout cas vous faire réfléchir pour le développement de vos entreprises. Et puis ça permet aussi d'anticiper, hein, on le voit dans la crise actuelle, l'anticipation est quelque chose d'hyper important. Alors là évidemment on n'est que sur de la technologie, aujourd'hui on n'est pas sur des problèmes de santé, donc c'est bien moins grave, mais il reste néanmoins important pour une entreprise d'anticiper l'arrivée de nouvelles technologies. Pour vos clients, pour vos donneurs d'ordre, quels qu'ils soient, hein, du transport, de l'énergie ou autre, cette réflexion du CETIM et de ses partenaires et de l'industrie mécanique, elle doit permettre de réfléchir et de construire les futures supply chains industrielles de demain. Et puis c'est aussi un exercice qui finalement montre que l'industrie mécanique, aidée par son centre technique, le CETIM, cherche à innover, et donc c'est aussi un travail et un résultat de promotion, hein, de l'industrie mécanique dans son ensemble. Pour les institutionnels, l'exercice technologie prioritaire mécanique est parfois utilisé à un niveau national ou à un niveau régional ou plus local pour orienter un certain nombre de politiques publiques, de politiques territoriales au bénéfice des entreprises, et ça fait également un guide de choix. Et enfin, pour le monde académique, la recherche, l'enseignement, c'est aussi une sorte de document de base pour réfléchir à l'évolution des programmes de formation et des projets de recherche. Donc voilà un petit peu à quoi ça sert et qui peut l'utiliser. Donc on est bien sur l'écosystème tout entier de la mécanique. C'est pour ça, et vous l'avez à l'écran, que le groupe de travail qui nous a accompagnés pendant toute l'année 2019 et les premières semaines de l'année 2020 pour construire ces technologies prioritaires 2025, vous l'avez à l'écran, il représente vraiment toute la chaîne de valeur de l'industrie mécanique et du manufacturing. Sur la gauche, on est plutôt sur les universitaires, le monde de la recherche, et y compris, vous voyez, des gens de l'INRIA par exemple qui sont dans le numérique et donc qui nous ont apporté un regard assez décoiffant par rapport à ce qu'on voyait nous en mécanique.
Au milieu, on a tous les gens que vous connaissez, évidemment, le CETIM, la Fédération de la mécanique et d'autres centres techniques cousins, on va dire. Et puis ensuite, nous avons également dans notre groupe de travail un certain nombre d'industriels de la mécanique, vous en avez 4 ici, et puis des industriels donneurs d'ordre de la mécanique dans le domaine du transport ou de l'énergie. Donc c'est l'ensemble des participants et des membres de ce groupe de travail qui a vraiment permis de faire un exercice qui est peut-être pas parfait, faut être honnête, mais qui a au moins le mérite d'être validé par des gens qui ont une vision extrêmement variée, extrêmement ouverte. Donc c'est pas un exercice centré sur le CETIM ou centré sur une toute petite partie de l'industrie. C'est vraiment un exercice de prospective qu'on a voulu ouvert dans un esprit un peu open innovation. Alors comment on a travaillé, juste en 2 mots, on s'est appuyé évidemment sur tout le travail de veille que mène mon équipe de manière continue, puisqu'on publie plus de 200 notes et dossiers de veille chaque année. Jean-Marc Bello, que vous aurez tout à l'heure, a exploité également beaucoup de roadmaps au niveau international pour essayer d'avoir une vision des prospectives qui étaient menées dans différents pays et dans différents domaines techniques. Et puis on a soumis tout ça au groupe de travail qui a finalement, avec ses propres idées également, ils ont eu des idées, qui est arrivé à une liste complète d'à peu près 84 technologies potentiellement prioritaires, donc candidates en tout cas à notre réflexion. Et on en a fait une analyse multicritère qui a permis d'en retenir 51. Et puis ensuite, on a élaboré des fiches que vous verrez tout à l'heure, qui décrivent, qui donnent les éléments d'information essentiels sur ces 51 technologies. Et ces fiches ont été validées une nouvelle fois par le groupe de travail, mais également par des experts au niveau du CETIM. Donc voilà en un slide un petit peu la façon dont on a travaillé pour élaborer ces technologies prioritaires. Alors, qu'est-ce qu'on y trouve dans ces technologies prioritaires? Donc il y en a 51, il y en a 30% qui sont nouvelles par rapport à l'exercice précédent, donc qui était TPM 2020, et qui est sorti il y a 5 ans. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'innovation en mécanique, certes, elle se renouvelle, puisqu'on a quand même 30% de sujets nouveaux, mais l'innovation reste quand même bien souvent incrémentale, c'est-à-dire que une technologie importante, une technologie prioritaire pour la mécanique, elle le reste souvent pendant 5, 10, 15, voire 20 ans. On verra tout à l'heure dans la liste, là, évidemment, la fabrication additive. Ça fait plus de 20 ans que, sous diverses appellations, prototypage rapide ou autre, cette notion de fabrication additive existe dans nos technologies prioritaires. Donc dans le détail, par rapport à la liste de technologies prioritaires 2020, il y en a 36 qui ont été reconduites, c'est-à-dire que le groupe de travail a considéré qu'elles méritaient de rester prioritaires à un horizon 2025. Il y en a 6 qui ont été un petit peu regroupés avec d'autres, et puis il y en a 11 qui ont été éliminés parce que jugés moins prioritaires 5 ans plus tard. Et si vous faites le calcul, 51 moins 36 égale 15, donc il y en a bien 15 nouvelles qui ont été apportées, qui ont enrichi cet exercice technologie prioritaire 2025. Alors, ces technologies, on le verra tout à l'heure sur le site en fin de webinaire, elles sont rangées dans 6 rubriques, dans 6 boîtes, dans 6 briques technologiques que vous avez ici à l'écran, qui sont grosso modo les mêmes que celles qu'on utilisait de la dernière fois. Donc évidemment, les matériaux et surfaces dont on parlera particulièrement aujourd'hui, les procédés de fabrication dont on parlera plus demain, les objets connectés, la surveillance qui fera l'objet du webinaire de jeudi, le développement durable, ça sera pour vendredi, pour la fin de la semaine, et puis les aspects de conception, simulation et numérique, dont on n'a pas fait un webinaire spécifique, mais parce qu'il n'y a pas 6 jours dans la semaine, mais qu'on retrouve finalement un petit peu tous les jours. Tout à l'heure, Jean-Marc vous parlera de métallurgie numérique. On est vraiment à la croisée des chemins entre les matériaux et le numérique.
Alors voici enfin la liste des 51 technologies prioritaires validées à travers la méthodologie que je vous ai montrée tout à l'heure, réparties sur leurs 6 briques que je viens de vous montrer. Dans ces tableaux, les lignes qui sont en fond jaune, ce sont les 15 nouvelles technologies prioritaires. Donc on ne va pas toutes les détailler aujourd'hui, ça serait trop long et trop fastidieux. Puisqu'on va parler aujourd'hui beaucoup de matériaux, vous voyez que dans la brique matériaux, il y a donc 9 technologies prioritaires qui ont été retenues, donc 4 qui étaient nouvelles au sens où elles ne figuraient pas dans notre escarcelle d'il y a 5 ans. Donc ça veut dire, et ça c'est quand même une tendance importante, que les matériaux se renouvellent, il y a beaucoup d'innovations dans le domaine des matériaux et que les matériaux occupent une place de plus en plus importante dans l'innovation technologique en mécanique. Donc Jean-Marc tout à l'heure vous présentera deux des nouvelles technologies prioritaires matériaux, métallurgie numérique et caractérisation des matériaux. Et puis si on a le temps, on parlera aussi de réduction des frottements, qui était une technologie prioritaire qui existait déjà dans le précédent ouvrage et qu'on a reconduite cette fois-ci. Donc voilà cette liste. Si on la regarde d'un peu plus haut, évidemment, on trouve dans ces 51 technologies prioritaires beaucoup de technologies qui vont contribuer à l'industrie du futur. Évidemment, la fabrication additive, c'est assurément un incontournable. Tout ce qui tourne autour de la robotique, de la cobotique, les machines de production intelligentes, les capteurs autonomes et communicants, la maintenance prédictive. Donc tout ça, ce sont des technologies prioritaires qui sont très typées industrie du futur, industrie 4.0. On trouve aussi beaucoup de technologies qui ont un impact direct ou indirect sur la transition écologique et énergétique. Alors évidemment tout ce qui est un petit peu nouvelles sources d'énergie, type hydrogène ou la récupération d'énergie, mais aussi la réduction des frottements, qu'on essaiera d'aborder tout à l'heure, qui évidemment si on réduit les frottements, on a un impact positif sur la consommation d'énergie, donc c'est pas anodin. On a des technologies du numérique, ce sont des technologies en général qui font beaucoup de buzz actuellement, les technologies dont tout le monde parle sans trop savoir ce qu'il y a derrière. Bien évidemment, on ne pouvait pas ne pas les retenir, en tout cas le groupe de travail a jugé que c'était important que ces mots qu'on voit partout, comme intelligence artificielle, comme jumeaux numériques, comme blockchain, comme edge computing, on ne sait pas forcément toujours ce qu'il y a derrière, tous ces mots-là, toutes ces technologies-là, elles apparaissent aussi dans notre exercice technologie prioritaire en mécanique parce que effectivement ça aurait fait un petit peu tâche, si vous me permettez l'expression, de ne pas les avoir. Alors je dis, pour ceux qui sont inscrits également, vous en saurez plus sur les jumeaux numériques et sur l'edge computing notamment. Et puis enfin, on a quand même quelques technologies peut-être un peu plus originales qu'on n'aurait pas forcément imaginé il y a quelque temps. Une remontée en puissance de la modélisation et de la simulation des procédés, la métallurgie numérique que Jean-Marc va nous présenter dans quelques minutes, et puis les aspects de géolocalisation sur site industriel qui ont également été remontés et qui sont un petit peu plus originales par rapport à ce qu'on voit partout dans la presse. Donc voilà un petit peu la vision d'hélicoptère en quelque sorte des 51 technologies prioritaires. On aurait pu les voir autrement, mais ça donne quand même une grille de lecture qui me semble intéressante. Pour faire la transition avec ce que Jean-Marc va vous montrer juste après, là je vous ai fait un petit zoom ce qu'on appelle la courbe de Hype, alors qui n'est pas un outil CETIM, mais qui est un outil que Jean-Marc Bellon notamment utilise très bien, où il a positionné finalement les 9 technologies prioritaires 2025 dans le domaine des matériaux et des surfaces sur cette courbe de Hype, qui est une courbe qui illustre finalement la maturité ou la maturation de technologie dans le temps. Alors, on va pas rentrer dans le détail de l'explication de cette courbe, simplement plus on est à gauche, plus on est émergent, en tout cas moins on est mature. Vous voyez que les deux sujets qu'on a prévu de vous montrer en priorité aujourd'hui sont les plus à gauche, parce que a priori les moins connus. On fera pas un zoom sur les aciers ou sur les alliages légers. On a considéré que c'était certes prioritaire, mais peut-être un petit peu plus connu
des industries. Pour terminer la première partie de ce webinaire, je suis dans les temps, ça va. Un petit point sur la partie diffusion. Hein. Donc en un slide, ça va être très simple. Je vous ai montré tout à l'heure des couvertures d'ouvrages, de bouquins qu'on imprimait effectivement de tout temps. Alors il y aura certainement un petit fascicule qui va pas tarder à sortir sur les technologies prioritaires, donc une version papier, mais une version très courte. On a vraiment mis l'accent cette fois-ci sur le numérique. Pour cela, donc, et ça c'est vraiment une première, ça a été inauguré, enfin ouvert en tout cas hier après-midi. Il y a un site dédié qui s'appelle donc tpm2025.fr qui est complètement ouvert à tout le monde, donc accessible sans aucune inscription et sans aucun mot de passe, sans aucun droit, sans aucun rien du tout, et sur lequel il y a déjà pas mal d'informations. Notre objectif à travers ce site complètement ouvert, c'était vraiment d'avoir une présentation à la fois simple et un peu ludique de ces technologies prioritaires. Vous verrez qu'il y a un moteur de recherche qui permet de s'amuser un petit peu et de chercher vos technologies prioritaires à vous. Et puis de l'ouvrir au plus grand monde pour que un maximum d'acteurs de toute la chaîne de valeur puissent s'approprier ces technologies, commencer à les connaître et s'y intéresser, parce que ça nous semble un point important pour qu'elles se développent dans la filière industrielle. Les autres niveaux d'information, on les retrouve dans la Mécatech, donc dans le site CETIM plus classique. Là, vous allez avoir deux niveaux d'infos. Vous allez avoir une fiche détaillée sur chacune des technologies prioritaires 2025 qui va être accessible à tous, mais sur inscription. Là, il faudra effectivement, si vous ne l'avez pas déjà fait, vous créer un compte sur le site CETIM pour pouvoir accéder à ces fiches. Et puis, ce sont ces fiches que Jean-Marc va utiliser comme support de présentation des technologies qu'il va vous montrer. Et puis le troisième niveau que nos cotisants connaissent bien, eh bien c'est effectivement tous les documents de veille qui nous ont servi à construire ces fiches, qui vont nous servir à les faire évoluer et qui eux sont évidemment complètement réservés aux cotisants du CETIM. Donc voilà pour la première partie. Est-ce que tu peux projeter ta partie, Jean-Marc ? Est-ce que vous voyez déjà l'écran métallurgie numérique? Ça marche, ouais, tu peux y aller. On peut y aller alors. J'attaque la diapo numéro 2, qui est une définition et puis un petit peu une figure de synthèse de la technologie prioritaire. Alors donc, comme on a vu il y a un instant sur la courbe de Hype, c'est assez osé, parce que la métallurgie numérique, c'est vraiment celle qui est le plus à gauche sur la courbe de Hype, la plus émergente. Sa définition, c'est concevoir des alliages métalliques, les structures, les phases, la composition chimique, mais beaucoup plus aller jusqu'à l'élaboration. Il faut que ce soit des alliages qui peuvent être plus faciles à produire, les traitements de surface, traitements thermiques, à l'aide d'outils numériques en fonction de propriétés d'usage voulues. Alors, dans l'industrie mécanique, aujourd'hui, c'est une technologie émergente, surtout grâce à l'aéronautique et à l'énergie. Il existe des bases de données, des modèles de calcul dans la plupart des grands pays du monde. En France, on est bon, parce que la France, c'est un pays scientifique important, à la fois en métallurgie et puis en méthode numérique. On a une grande tradition, on a des bons labos et des bons industriels, et donc on a ici une bonne carte à jouer. Alors, si vous cherchez sur Google métallurgie numérique, vous allez être un peu déçu, parce que c'est vraiment la notion française qui montre justement qu'on est un pays important. Vous pouvez trouver un petit peu digital métallurgie ou computational métallurgie, mais encore assez peu, hein, ça va être quelques dizaines de pages. Le plus fréquent, c'est encore aujourd'hui computational materials. Alors, si on passe à la diapo suivante, donc je prends mon temps parce qu'on a peut-être quelques secondes de battement. La diapo numéro 3, caractéristique dans toutes les fiches TPM, donne les impacts et bénéfices et les défis à relever. Alors évidemment, on attend beaucoup de la métallurgie numérique. Ces impacts et bénéfices sont d'intégrer pleinement
les matériaux avec la conception, la fabrication, les données d'essai, puisque pour constituer les bases de données, il faut aussi des essais, et puis d'aller le plus bas possible au niveau de la microstructure. Surtout, on cherche à obtenir des gains avec des alliages métalliques avancés, donc en bénéficiant le faible poids, la résistance mécanique élevée, des capacités à haute température. Identifier comment, par certains procédés de fabrication, on peut obtenir une microstructure ciblée. Comment concevoir des matériaux avec des propriétés fonctionnelles et surtout multifonctionnelles. Et puis, si la microstructure bouge pendant la fabrication, pendant le cycle de vie, savoir simuler tout cela. Les défis, ce sont des modèles et outils de développement, des bases de données de caractéristiques. Alors, on a écrit éventuellement partagé, mais évidemment, toutes les grandes bases mondiales, c'est hyper partagé, chacun peut mettre beaucoup de choses. Il faut beaucoup plus de données qu'aujourd'hui. Donc ça nécessite vraiment cet écosystème d'innovation et qu'on puisse utiliser toutes les données qui viennent des essais, les corréler avec des simulations. On va passer à la diapositive numéro 4 qui donne quelques grandes tendances. Alors, il existe déjà un certain nombre de logiciels de computational métallurgie. Le premier exemple qui est présenté, donc en haut à droite de la diapositive numéro 4, c'est un logiciel de la société autrichienne Concept, avec un Q devant, qui donne un diagramme de phase fer-carbone avec ajout de manganèse. Et on peut jouer sur l'ajout de carbone, l'ajout de manganèse, sur les données telles que la densité, la capacité thermique, la conductivité, la température, les points de transformation. Ça permet déjà de faire pas mal d'informations. Si vous regardez sur ce site de Concept, vous allez voir beaucoup de choses intéressantes sur ce qu'on peut faire. Plutôt sidérurgie, métallurgie, fonderie. Ensuite, vraiment l'institut de base depuis très longtemps, que nous on suit depuis 2005, c'est l'IWT de Brême, qui a travaillé sur l'ingénierie de la distorsion à l'origine et qui a bien mesuré la quantité de paramètres difficiles à modéliser. On a eu plusieurs projets européens intéressants. En particulier, je vous ai mis en évidence le projet européen Précomet, Predictive Computational Metallurgy. Donc vous voyez, c'est la seconde fois qu'on voit le mot Computational Metallurgy, qui est un peu plus utilisé en Europe, et Computational Materials en Amérique. Donc l'EPF de Lausanne a développé un certain nombre de connaissances avancées avec le réseau des autres entreprises. Et on a par exemple la possibilité de développer des alliages à haute entropie, des aciers avancés à coexistence de phase, certaines à haute ductilité, certaines à haute résistance, des alliages de magnésium, qui est un matériau très intéressant pour les composants structurels légers. La France, vraiment, elle est intéressante. C'est l'avantage parce qu'on va trouver beaucoup d'infos en français, en particulier par MinParisTech. MinParisTech a eu le prix Athos Joseph Fourier 2019 pour son maillage qui permet une précision bien supérieure aux autres procédés de simulation actuels. Vous avez l'autre projet européen, ISMEG, qui a visé à standardiser le système d'ingénierie intégrée des matériaux numériques. On va passer à la diapositive numéro 5, qui continue à donner quelques tendances. Eh bien, ce qu'on a en France, c'est des chaires. On a des chaires sur la métallurgie numérique, la chaire Digimu, qui a été mise en place à MinParisTech. On a également une commission matériaux numériques à la SF2M, c'est la grande association scientifique française. Également, de façon plus brève, vous pourrez consulter sur le net tous les liens qui sont en rouge soulignés, sont actifs. On les a vérifiés il y a quelques jours, donc ils sont cliquables, vous allez tomber sur les bonnes pages. Vous avez par exemple les travaux sur les cybermatériaux de la Northwestern University et d'une autre société, Questech,
qui va vous donner des outils intéressants. L'ETH Zurich qui est très avancé avec sa méthode du quasi-continuum non local. Vous avez également l'ICAMS de Borum. Et puis, évidemment, le second numéro 1 bis avec l'école des mines de ParisTech, c'est l'ONERA. Là, sur l'ONERA, vous avez aussi une mine d'infos très intéressante qui est à la pointe de la recherche, en particulier avec la méthode des champs de phase. Donc, Sharp Phase Field Method, avec la plateforme logicielle Magnum, ça c'est quelque chose que vous ne pouvez pas rater. Il faut regarder absolument tout ce qui est fait actuellement. Si on arrive à la diapo 6, on a quelques idées d'application par secteur. Alors évidemment, c'est l'aéronautique surtout. L'aéronautique, modéliser les microstructures des matériaux, surtout pour les moteurs d'avion. Donc c'est l'ONERA. Apport du machine learning pour la conception d'alliages. Donc là, on va encore un cran plus loin. C'est-à-dire que Safran, l'ONERA et les mines ParisTech, c'est les trois grands acteurs majeurs et ils ont commencé à avoir tellement d'expérience que maintenant, ils ajoutent le machine learning. Métallurgie numérique plus machine learning. Alors là, c'est vraiment un ticket gagnant pour le futur. Ce qui fait qu'ils ont lancé une autre chaire, c'est la chaire Big Mecha. Décembre 2019, très récent, toujours à mine ParisTech, la chaire Big Mecha qui permet de travailler sur les réseaux de neurones, le machine learning pour des simulations de matériaux. Ensuite, les autres secteurs sont un petit peu plus modestes. En automobile, le projet Nemesis de métallurgie numérique pour le soudage, un certain nombre d'outils numériques de calcul, énergie-environnement également, un certain nombre d'applications, mais beaucoup plus modestes. Si on va à la diapo numéro 7, vous avez quelques zooms qui donnent des graphiques pour voir comment ont procédé l'IWT de Brême. Et puis en dessous, l'ONERA, donc des graphiques simplifiés pour voir comment ils optimisent différents processus de fabrication. À chaque fois, c'est des outils numériques, donc c'est assez compliqué. Numéro 8, là, c'est tous les travaux complexes de l'EPF de Lausanne avec le Laboratory for Multiscale Mechanics Modeling, qui est vraiment un autre incontournable en Europe. Donc en Europe, vous avez les trois Français, plus l'EPF de Lausanne, plus l'ETH Zurich, plus Brême. Avec ça, déjà, vous avez une bonne notion de ce qui est possible de faire. En dernière page à chaque fois, on a mis pour en savoir plus. Donc les liens qui sont en noir souligné, dans un premier temps, ce sont les fiches de veille, notes de veille, dossiers de veille du CETIM. Donc vous pouvez cliquer. Ceux qui sont cotisants CETIM vont avoir accès au PDF, les autres auront l'abstract qui est déjà pas mal informatif. Plus un certain nombre d'autres documents qui montrent aussi que la France elle est bonne en métallurgie. La métallurgie fondamentale et métallurgie numérique, l'héritage de Jacques Friedel. Là, vous avez tout l'historique, l'avenir de la métallurgie française, réflexion et pistes d'action, également toute une connaissance dont on dispose en France aujourd'hui. Voilà pour la première techno prioritaire, métallurgie numérique. Ensuite, je vais passer à la seconde, qui est la caractérisation des matériaux. La caractérisation des matériaux, bien sûr, c'est quelque chose que vous connaissez depuis longtemps. Et donc, quand on arrive à la diapo numéro 2, la définition. La définition, c'est les essais et mesures pour déterminer les caractéristiques d'un matériau sont renouvelés par la technologie. Ce qu'on voit beaucoup apparaître, le smart testing, le numérique, vraiment ces 2 dernières années, les caméras rapides qui permettent de mesurer beaucoup de choses très vite, avec parfois 100 000 images par seconde, la mesure au niveau nano, et aussi le renouvellement par les besoins, c'est-à-dire puisqu'il nous faut beaucoup plus de données nécessaires pour la simulation, beaucoup plus de connaissances des lois de comportement, de la variété des conditions d'usage, et puis on arrive à la personnalisation des produits, il faut beaucoup plus de connaissances en caractéristiques. Dans l'industrie mécanique actuellement,
Évidemment, les méthodes classiques, vous les utilisez depuis toujours, elles sont très répandues. Essais mécaniques, essais de fatigue, essais de rupture. Quand on a besoin d'analyse chimique, thermique, biologique, il y a tout un réseau de centres de compétences qui peuvent le faire. Et donc, c'est plus loin qu'on veut mettre en avant un certain nombre de progrès dans ce domaine-là. Ce sont les méthodes avancées, celles qui bénéficient des progrès du numérique, des caméras rapides, de la mesure au niveau nano. Et là, vous commencez à avoir des notions, peut-être que certains d'entre vous ne connaissent pas encore, la mesure des champs de déformation par corrélation d'images, l'indentation instrumentée, qui permet d'avoir beaucoup d'infos en allant un peu plus loin. Si on regarde la diapo numéro 3, quels sont les impacts et bénéfices, quels sont les défis à relever? Alors, au niveau des impacts et bénéfices, eh bien, on veut essayer d'aller beaucoup plus loin dans les propriétés mécaniques de tout type de matériaux, massifs ou revêtus, hétérogènes ou poreux, de l'échelle nano à l'échelle micro. Et c'est là que l'indentation instrumentée peut faire quelque chose. La mesure en numérique, la visualisation jusqu'à des milliers d'images par seconde, la visualisation globale, c'est-à-dire que les champs de déformation, vous n'allez pas avoir une mesure, mais sur une surface, vous allez avoir comment la caractéristique varie. Au niveau des défis, mais c'est la sensibilité à bon nombre de paramètres, c'est-à-dire que plus vous allez vouloir mesurer des choses précises, plus il va falloir prendre des précautions d'usage, en particulier à l'étalonnage au départ, et puis ensuite à l'analyse des données, pas dire de bêtises. À la diapo numéro 4, on va vous donner quelques idées des grandes tendances. Par exemple, la reconstitution 3D de matériaux, c'est-à-dire que par l'analyse EBSD, l'université Johns Hopkins a construit un instrument pour la coupe en série automatisée des matériaux, c'est-à-dire qu'il crée une image par section, comme vous voyez sur l'image au centre de l'écran, et le logiciel lui-même est capable de reconstituer complètement comment ça se passe dans le matériau. À la diapo numéro 5, on arrive vraiment à la techno importante, intéressante je pense pour vous, c'est l'indentation instrumentée. Nous, notre pôle matériaux métalliques et surface s'est beaucoup intéressé à ce domaine-là, tout comme à la métallurgie numérique également. Hein. Ce sont les deux domaines dans lesquels on va parier dans le futur. C'est cette indentation instrumentée, vous voyez, ça existe déjà. Ce sont des Français qui sont à la pointe. L'image qui est en haut à droite, c'est le dispositif portatif d'indentation instrumentée de l'université de Rennes. Vous êtes habitué, bien sûr, quand vous faites des essais, par exemple, de dureté, à faire une indentation, et puis vous vous contentez la plupart du temps de mesurer les caractéristiques, la surface de l'empreinte, la force qui a été appliquée. Évidemment, avec le numérique, on peut faire beaucoup mieux maintenant. C'est-à-dire que pendant tout le temps où on va appliquer l'effort, on va mesurer la courbe complète. C'est-à-dire qu'on va avoir la courbe complète de l'effort appliqué en fonction du temps et puis de la surface qui sort. C'est-à-dire que ça permet d'avoir quasiment toutes les données, le module d'élasticité, etc. pour le matériau, et cela à différentes échelles. Donc c'est vraiment un domaine important à regarder. On ne va pas regarder tout en détail. Hein. Je vais passer à la diapo numéro 6, qui donne encore un certain nombre. Vous voyez, c'est vraiment beaucoup de techno intéressantes. Le LIBS, ça vous permet d'avoir l'analyse élémentaire de composition chimique. C'est vraiment intéressant en fonctionnement. Si vous êtes en train de produire une pièce en acier, hop, vous regardez, vous avez la composition. La mesure des champs de déformation par corrélation d'images avec le NPC Paritech, là qui est vraiment quelque chose d'important pour avoir les caractéristiques sur toute une surface. On va passer à la diapo numéro 7. C'est très important, c'est quelques zooms avec des images illustratives, et quand vous vous rendez compte que Frost et Sullivan, qui font des études de marché en général sur des choses importantes, des grands domaines, ont fait une étude de marché sur la caractérisation des matériaux, ça veut dire que c'est vraiment quelque chose à prendre en compte.
Et on se rend compte que c'est tiré surtout par la pétrochimie, la pharmacie, l'alimentaire. Donc des secteurs à valeur ajoutée qui vont permettre d'avoir des progrès importants. La position clé de la caractérisation, on voit, c'est d'avoir à la fois des infos sur la structure, les propriétés, mais aussi de la mise en œuvre, processing, et puis la performance en fonctionnement. La page numéro 8, vous avez un certain nombre de liens à cliquer qui va vous permettre d'avoir beaucoup plus d'infos. Donc je vous encourage à regarder la notation instrumentée et puis aussi les travaux sur les mesures des champs de phase. Voilà pour la diapo la techno prioritaire numéro 2. Il nous reste encore le temps nécessaire pour attaquer cette dernière techno prioritaire, la réduction des frottements. Alors vous allez dire, bien sûr, la réduction des frottements, la tribologie, ça existe depuis 100 ans, on en parle depuis longtemps. Bien sûr, quand vous avez fait vos études d'ingénieur, peut-être avec la thermodynamique, c'est ce qui vous a fait le plus souffrir, la tribologie, la science des frottements. Mais elle est très importante aujourd'hui parce qu'il faut faire des économies d'énergie. Et la définition qu'on a retenue, la tribologie, science des frottements, est la science qui étudie et optimise les phénomènes au contact pour assurer le meilleur fonctionnement des machines. La tribologie, la lubrification et les revêtements tribologiques visent à réduire la consommation d'énergie et d'usure. Dans l'industrie mécanique aujourd'hui, c'est vraiment très très important puisque une des premières tendances de la mécanique, c'est ce qu'on appelle la course vers le zéro. Et en particulier, zéro dépense d'énergie inutile, donc l'économie d'énergie, la réduction de consommation. Par exemple, les véhicules électriques et hybrides. Beaucoup de recherches portent sur l'amélioration des applications, en abrasion ou en fretting, sur les techniques de traitement comme le DLC, Diamond Light Coating ou la texturation, sur l'usage du biomimétisme. La diapo numéro 3 sur les impacts et bénéfices et défis à relever. Alors, l'impact majeur, ce qu'on cherche, c'est sur les véhicules. Réduction des pertes par frottement dans les véhicules pour avoir la triple économie, à la fois de carburant, de perte d'échappement, c'est-à-dire de pollution, de réchauffement climatique, et puis de refroidissement. On a beaucoup de travaux sur les revêtements composites, les revêtements autolubrifiants, les revêtements à rugosité contrôlée, la texturation de surface, les lubrifiants à faible viscosité et à faible cisaillement, les pneus à faible frottement. Tout ça, ça fait économiser des centaines de milliards d'euros et des centaines de millions de tonnes de CO2. Limiter l'usure aussi, ça réduit les coûts de maintenance et de réparation. Dans les défis, la difficulté, ce sont les mécanismes tribologiques qui sont complexes, qui doivent être étudiés sur cas réels et modélisés. Quand vous regardez chaque année les congrès Tribolitz Lyon ou GIFT, vous voyez qu'à chaque fois, chaque article, à chaque fois, c'est un cas concret particulier, très différent des autres. C'est tellement complexe que dans les analyses qui ont été faites avec le CETIM et l'UTC pour constituer une banque de données tribologiques, pour un contact tribologique, en moyenne, vous avez une centaine de variables à prendre en compte. Donc c'est compliqué et le numérique est bienvenu. Ce qui fait qu'on arrive à la diapo numéro 4, quelles sont les tendances? Dans les tendances les plus avancées, c'est qu'on voit arriver l'intelligence artificielle. Les réseaux neuronaux, c'est ce qui apparaît le plus présent quand on met tribologie, réduction des frottements. Par exemple, la RWTH de Aix-la-Chapelle ou la société Semecon qui fait des revêtements d'outils ont tous les deux développé des petits outils réseaux neuronaux pour améliorer leur capacité de réduction du frottement. Aussi les DLC, l'image qui est en bas de la diapo 4, on dit les DLC c'est pour des petites surfaces, non pas du tout, vous voyez, pour l'environnement pétrole lourd, sable bitumineux, eh bien des dépôts DLC épais, ça permet de multiplier par 5 la durée de vie des composants qui vont dans ces puits de pétrole, en particulier les tubes. Donc c'est quelque chose qui continue à beaucoup progresser, qui est à suivre.
à la diapo numéro 5, eh bien, vous avez des exemples très intéressants, des progrès qui sont relancés par le numérique. Par exemple, le brunissage, qui est une technologie qui est bien connue, eh bien, le brunissage, il est relancé par le numérique, puisque cette technologie de protection, elle peut être appliquée, par exemple, à des très très grandes pièces, comme vous voyez les roulements à rouleaux en haut à droite de la diapo 5, qui ont été mis au point par SKF, une installation de brunissage sur des grands diamètres, où le grand roulement, il va bouger degré par degré, pour rentrer dans le bain et être bruni pendant la durée et à la valeur voulue. Vous avez également la troisième image sur votre droite, où c'est écrit Rolling Direction. C'est un progrès important également dans les roulements. C'est la modélisation 3D des webs, les Wedge Etching Bands, quelque chose dont on ne savait même pas que ça existait il y a quelques années, les bandes d'attaque qui se forment dans la vie du roulement et qui vont influer sa durée de vie, donc qui ont été mises au point. Les grands progrès avec les caméras rapides pour modéliser l'usure par cavitation avec l'université de Duisburg-Essen. Si on regarde les marchés, c'est partout. C'est à la fois dans l'aéronautique, où on n'y attendrait pas, par exemple, les dépôts hydrophobes, glaciophobes. Quand vous prenez un avion, vous voudriez bien qu'il n'y ait pas de dépôt de glace dessus. À la fois, ça va consommer plus d'énergie, mais aussi ça va réduire la portance. En automobile, là, il y a énormément de choses. Dans le ferroviaire. Donc toutes ces données, on ne va pas les détailler aujourd'hui, ce sont dans les notes de veille, dossiers de veille. Énergie, à la diapo 7, quelques exemples. Énergie, médicale, cosmétique, sport, c'est-à-dire dans les derniers progrès qu'on a vus, c'est l'application de la tribologie aux fibres, les fibres composites, à la tribologie sensorielle, en particulier par L'Oréal, donc un autre acteur français qui est en pointe. La diapo numéro 8, on a quelques zooms graphiques qui sont importants à regarder aujourd'hui. La diapo numéro 8 à gauche, vous avez les pertes totales. Quand on rentre 100% de carburant dans le réservoir de la voiture, seulement 21,5%, c'est-à-dire le tout petit carré vert, sert à mouvoir la voiture. On se dit, c'est simple, il n'y a qu'à réduire le reste, mais on devient tout de suite plus modeste quand on regarde le graphique qui est à droite, puisque c'est qu'est-ce qu'il faudrait faire à tous les niveaux. Vous voyez, les périodes, on va de la femtoseconde à l'année, la taille du système de 10 puissance moins 10 à 10 puissance moins 2 ou 1 mm, et donc c'est à toutes ces échelles-là qu'il y a des travaux à faire, qui fait qu'on n'a pas fini de travailler dessus. La diapo numéro 9, c'est une super visualisation, l'arbre tribologique de NTN Global également. Je vous encourage à regarder. Alors là, c'est côté industriel. Côté industriel, quels sont les procédés sur lesquels il faut travailler, les composants, et ce qui montre également l'ampleur du travail. La diapo numéro 10, donc, qui est la dernière que je vais vous présenter aujourd'hui, ça donne toutes les notes et dossiers de veille du CETIM. C'est bien assez. Autre document, on n'a pas besoin d'aller tellement plus loin, puisque nous, c'est un de nos chevaux de bataille. Vous avez déjà là au moins une dizaine de documents importants qui vont vous donner beaucoup d'informations. Merci beaucoup Jean-Marc pour ces trois technologies, je pense, extrêmement intéressantes. Donc c'est Jean-Marc qui suit ces sujets-là, et donc effectivement il connaît bien toutes les sources d'informations qui permettent d'avoir accès aux dernières innovations dans ces différents domaines, et je pense que vous avez appris pas mal de choses.